Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Advocade. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Enfin, ça, c'est d'habitude. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque notre invitée est Caroline Lay. Caroline n'est pas avocate, elle est consultante en stratégie au sein de notre cabinet Anomia et va vous raconter un petit peu son parcours, ce qu'elle fait au quotidien et pourquoi elle a décidé de rejoindre cette société. Elle vous donne sa vision du monde des avocats, ce qu'elle a découvert comme problématique, ce qu'elle pensait des avocats et ce qu'elle en pense aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour Caroline Lay, je suis ravi de te recevoir dans tes locaux puisque tu es la première personne qu'on interviewe, mais tu fais partie de l'équipe d'Anomia. Tu es consultante en stratégie chez nous depuis maintenant quasiment 1 an et je suis ravi de pouvoir t'interroger pour cet épisode inédit qui est peut-être le premier d'une longue série si ça plaît à nos éditeurs. Bonjour Caroline Lay. Bonjour Valentin et merci de m'accueillir aujourd'hui derrière le micro. Avec plaisir. Bon, d'habitude, tu fais des fois des montages, tu fais des fois des articles pour le podcast. Mais là, c'est la première fois que tu es interviewé. Alors, explique-moi un peu qui t'étais avant de rejoindre finalement la société Anomia. Alors avant de rejoindre Anomia, j'ai fait une école de commerce, donc pas du tout de parcours en droit. J'étais à l'ESCP que j'ai effectué après une classe préparatoire, donc le parcours assez classique. Et j'ai voulu me diriger dans le secteur public à la base. Donc j'ai commencé par une expérience au musée d'Orsay en mécénat, où j'ai pu découvrir un petit peu de développement commercial parce que le mécénat, aujourd'hui, c'est un peu comme du business development. L'idée, c'est de trouver des mécènes et de trouver des fonds pour financer les activités du musée. Et ensuite, j'ai décidé de me diriger vers du conseil pour continuer à découvrir de nouveaux secteurs, avoir de nouvelles expériences et avoir un petit peu une vision la plus large possible en fait, du monde des entreprises. C'est quoi qui te plaisait concrètement dans le conseil ? Ce qui me plaisait dans le conseil, c'est la diversité des missions. C'est qu'on ne s'ennuie jamais parce qu'on reste quelques mois dans une entreprise, on la découvre, puis après on peut effectuer une mission dans une autre entreprise d'un autre secteur. Et c'est ça qui est génial parce qu'on voit la complexité de chaque secteur, on essaye de comprendre les problématiques et les enjeux liés à chaque entreprise et c'est tout le temps une nouvelle aventure. Et donc l'objectif pour toi, c'est vraiment d'aider les opérationnels, enfin de comprendre l'activité en interne, comprendre les objectifs de l'entreprise et derrière finalement pouvoir trouver des solutions pour améliorer la vie de l'entreprise. Exactement. Alors ce qui est génial quand on est consultant, c'est qu'on apporte un peu un regard extérieur, un regard neuf et c'est un peu la force en fait d'un cabinet de conseil. C'est de pas forcément faire partie du secteur, même si on peut être plus ou moins spécialisé, mais c'est vraiment de faire partie du monde extérieur et d'apporter le regard du monde extérieur sur une activité, que ce soit opérationnelle ou même sur la stratégie d'une entreprise ou d'un cabinet. Très clair. Du coup, tu fais du mécénat. Concrètement, donc, tu nous expliques que c'est un peu comme du BD au niveau d'une entreprise. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement pendant cette alternance que tu fais au musée d'Orsay ? Alors concrètement, c'est beaucoup de prospection. Ouais. C'est aller chercher des prospects, des mécènes potentiels. Donc c'est beaucoup de la chasse, de ce qu'on appelle aujourd'hui du marketing outbound, etc. Et également beaucoup d'événementiel. Parce que l'idée, c'est aussi d'essayer de faire de l'inbound, c'est-à-dire d'attirer les prospects au sein de notre musée, de notre établissement. Donc c'était un peu ces deux stratégies au quotidien, des campagnes d'emailing, de newsletter, de notoriété. Voilà, beaucoup de communication et de marketing, des choses qui peuvent être mises en place dans toutes les entreprises. Donc c'est pour ça que le mécénat, c'est pas nécessairement différent en fait des autres entreprises. Très clair, ok. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple, alors bien sûr sans citer de nom ou quoi que ce soit, mais d'une campagne que tu as mis en place pour justement aller chercher des fonds pour le musée d'Orsay, en expliquant un petit peu les étapes par lesquelles tu es passé ? Alors en fait, il faut savoir que la prospection se fait par exposition. Par exemple, moi j'étais beaucoup en charge des expositions, donc l'idée c'est de trouver des mécènes qui pourraient être intéressés par une expo en particulier. Par exemple, si le thème c'est des artistes suisses, peut-être qu'on va contacter des entreprises qui ont un lien avec la Suisse ou en tout cas une certaine affinité. Essayer de toujours trouver ce lien-là en fait entre les entreprises et les expositions.
Et Donc segmentation dans un premier temps et identification de la cible potentielle. exactement, c'est ça. On identifie la cible pour essayer ensuite d'aller la toucher, c'est-à-dire de la trouver là où elle est. Donc l'objectif, c'est vraiment d'identifier les canaux par lesquels on pourrait passer, que ce soit sur Internet ou via des salons, des événements. Est-ce qu'une entreprise a organisé un salon? Est-ce qu'on doit s'y rendre? Qui a organisé ce salon? Quelle personne de l'entreprise on peut rencontrer à ce moment-là? C'est vraiment essayer d'aller à son contact et ensuite on lui fait une proposition, on parle de notre activité, de l'exposition et on lui demande si elle a envie d'aller plus loin ou pas. Et si elle est d'accord, on organise un rendez-vous de prospection en physique parce qu'à ce moment-là c'était plus souvent le cas. Et elle venait au musée et là on entrait dans le détail en fait du mécénat, de ce que c'était, on expliquait en fait toutes les spécificités, les avantages, les avantages fiscaux exactement. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on essayait de mettre en place la meilleure offre pour le mécène, en fonction des contreparties qu'il souhaitait, de ce qu'il était prêt à mettre comme budget en mécénat, des objectifs en fait, qu'il avait à la fin, parce que chaque entreprise a un objectif différent. Certaines, c'est vraiment parce qu'elles ont envie de soutenir le musée, d'autres, c'est parce qu'elles ont envie d'organiser un événement au musée. Et donc, dans ce cas-là, il lui faut beaucoup de contreparties auxquelles elle a droit en échange d'un don. Et en fait, il fallait un peu construire l'offre en fonction du projet et de l'objectif final de chaque mécène. Et à la fin, on pouvait signer un contrat de mécénat et ensuite, c'était parti. Très clair, c'est ultra pertinent en plus pour les avocats qui font de l'IP-IT et qui travaillent sur le marché de l'art d'avoir ces informations-là. Et donc merci pour tout ça. Et finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu similaire. C'est-à-dire qu'en fait, en termes d'approche, en termes de méthode, bien sûr, on l'applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Mais dans ce que tu peux dire par rapport à l'identification d'une entreprise pour devenir finalement mécène d'une exposition particulière, on retrouve quand même beaucoup d'étapes par lesquelles on passe nous au quotidien. Oui, je pense que vraiment ça reste du développement commercial et le développement commercial, c'est fondamentalement la même chose que l'on soit dans un secteur public, dans le secteur des avocats. En fait, la méthode reste la même. Bien sûr, à chaque fois, on va adapter à son public, évidemment, mais il est nécessaire de passer par certaines étapes. Et je pense que c'est ça qu'on peut retrouver chez les avocats et c'est ça qu'on essaye de conseiller, de mettre en place au sein des cabinets. C'est vraiment cette structure et cette méthode qui va permettre en fait, d'avoir des résultats. Parce qu'aujourd'hui, même le mécénat, même si c'est quelque chose qui semblerait évident et ça reste du don derrière à la base, ouais. Il ne faut pas oublier qu'il faut quand même aller chercher les gens. Ce n'est pas évident pour eux et quand on ne connaît pas le mécénat, comme aujourd'hui des gens ne connaissent pas le droit et ne se rendent pas compte en fait, de ce qu'ils peuvent faire et comment choisir son avocat, comment on choisit une expo à laquelle on va donner. C'est très difficile. Donc je pense qu'il est nécessaire d'aller au contact des clients, de les éduquer à ça, de leur montrer en fait ce qu'on peut offrir derrière et créer vraiment une relation d'échange et de partenariat. Très clair, c'est très clair. Tu restes combien de temps au musée d'Orsay ? Alors je suis restée 2 ans au musée d'Orsay. Ouais. Je n'ai pas souhaité avoir un premier emploi là-bas parce que le secteur public, déjà, d'une part, c'est difficile d'avoir un CDI à cause des restrictions de dépenses, des restrictions budgétaires. Et dans un second temps, je voulais vraiment continuer sur une approche de conseil parce que même au sein du secteur public, on fait appel à des consultants. Oui, c'est ce qu'on disait sur le quinquennat Macron, qui n'avait jamais autant fait appel à des consultants en strat que durant cette présidence. C'est ça, exactement. Et je pense que c'est surtout pour ce regard neuf que les consultants peuvent apporter, ce regard extérieur et qui permet de prendre du recul sur son activité parce que nous, on avait besoin de refondre l'image de marque du musée. Ouais. Et c'est pour cette mission-là qu'on a fait appel à un cabinet externe. Et ça nous a permis vraiment d'avoir un retour sur, selon les analyses qui sont effectuées sur le marché, etc., mais un retour en fait de personnes qui n'étaient pas au sein du musée parce qu'on ne se rend pas compte, nous, quand on y travaille tous les jours,
on sait ce que veut dire le musée d'Orsay, on sait ce que ça représente, quel établissement ça a. Mais quand on veut vraiment connaître son positionnement, son image de marque, il faut faire appel à un regard extérieur parce qu'ils nous ont donné des clés auxquelles on n'aurait pas nécessairement pensé en fait. Parce on voyait tout sous le prisme interne. Ouais, très clair. C'est aussi une question de perception, d'extérieur. Et quand tu es à l'intérieur, tu vois pas ce qui se passe. C'est d'ailleurs aussi pour ça que nous, de temps en temps, on fait appel à des experts extérieurs pour intervenir chez nous, pour se rendre compte de ce qui se passe et qu'on puisse avancer dans la bonne direction. Tout à fait. Donc là, derrière, tu décides de partir. Finalement, tu fais tes 2 ans d'alternance quand tu es à l'ESCP, donc une très belle école de commerce à Paris. Tu fais tes 2 ans d'alternance et tu décides de partir pour faire du conseil, parce que tu nous as expliqué tout à l'heure pourquoi tu avais voulu faire ça. C'est quoi les cabinets que tu recherches à la base? Quel cabinet tu regardes? Où est-ce que tu veux aller travailler? Alors, c'est vrai qu'on a des cabinets de prédilection. Quand on est à l'ESCP, on entend parler des gros cabinets, que ce soit en stratégie, en transformation digitale ou en management. T'entends parler de quoi comme cabinet par exemple? Évidemment BCG, McKinsey pour les plus prestigieux en strat, mais ensuite beaucoup de SIA Partners ou Wavestone par exemple, qui sont des cabinets assez réputés également. Et évidemment, je me renseigne sur ces cabinets, j'ai des copains qui entrent ou qui sont déjà dans ces cabinets. Mais c'est vrai que je voulais quelque chose de différent parce que ces cabinets sont très prestigieux, mais c'est quand même un modèle qui existe depuis longtemps. C'est pas quelque chose, ça fonctionne, mais c'est pas non plus novateur. Je voulais une approche assez différente et avoir un peu plus de responsabilité aussi. Très clair. À ce moment-là, je décide de rentrer dans un petit cabinet qui a été créé justement par des anciens d'Accenture. Et donc, j'effectue un stage de fin d'études là-bas qui a permis en fait de confirmer mon envie de continuer dans le conseil. Ok, et là du coup, qu'est-ce que tu fais au sein de ce cabinet? Comment est-ce qu'il te convainc finalement de les rejoindre? Alors, ce qui m'a convaincue dans un premier temps, c'est vraiment cette aventure entrepreneuriale, Ouais. avec toujours la méthodologie qui était importante pour eux parce qu'ils venaient d'un grand cabinet, ils venaient d'Accenture, donc c'était important pour eux d'avoir quand même les mêmes méthodes, la même rigueur, mais avec plus de souplesse et de flexibilité, comme pourrait le faire une petite entreprise, assez jeune, assez dynamique, et vraiment d'être dans le changement permanent et la flexibilité. Donc c'est cette alliance entre rigueur et méthode, mais aussi dynamisme et flexibilité qui m'a vraiment plu. Et aussi, ils avaient une mission en finance, donc c'était assez intéressant pour moi de voir encore un autre secteur dans une grande banque. Et donc, ça m'a permis de voir en fait le prisme d'une grande banque française à travers une fonction support qui a été les achats. Très clair, ok. Et du coup, ça me fait penser vraiment au cabinet d'avocats, tu sais, quand il y a des associés qui travaillent dans des cabinets d'affaires, des cabinets très prestigieux, qu'ils soient français, anglais ou américains, et qui créent leur boutique. Finalement, quand je discute avec des collaborateurs, c'est un peu ce qu'ils me disent. Ils me disent que finalement, ils rejoignent ces structures pour la rigueur, la méthode et aussi la flexibilité. J'ai l'impression qu'on peut aussi faire un parallèle avec le conseil de ce côté-là. Je ne sais pas si toi tu le vois aussi, parce que tu travailles aussi sur les dossiers sur lesquels on travaille avec des gros cabinets d'affaires ou des plus petits cabinets. Est-ce que tu vois que c'est un peu la même chose ou pas au niveau des avocats? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes entre le monde du conseil et le monde des avocats, parce qu'on a cette distinction entre les grands cabinets qui sont là depuis un moment, qui ont une réputation, qui sont assez prestigieux et qui attirent de nombreux collaborateurs chaque année, mais qui, à côté de ça, en fait, sont très rigides dans leur structure, ce qui est normal parce que c'est des grosses boîtes, c'est des grandes machines qui, du coup, sont très très structurées et ont besoin de ça. Donc chaque collaborateur a sa place, chaque stagiaire a sa tâche prédéfinie. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut un peu plus de souplesse, si on veut vraiment avoir plus d'opportunités et plus rapidement en tout cas, c'est bien en fait d'avoir des petites structures qui à côté sont créées par des gens qui viennent des grands cabinets. Donc on a quand même c'est les compétences et les méthodes et la rigueur, mais
avec un vent frais, quelque chose d'assez nouveau. Et c'est ça qui est similaire en fait dans les deux mondes. Je vois des petits cabinets qui sont créés par des gens qui quittent ces structures justement parce qu'ils ont peut-être soit souffert de la rigidité de la structure, ou alors qu'ils ont juste envie de créer un nouveau concept avec d'autres valeurs ou des choses un peu plus différentes. Et je pense que les deux peuvent cohabiter. Ouais, et bien c'est sûr. ça qui est génial, c'est que les deux sont assez complémentaires. Oui, puis à un moment de ta vie, tu peux vouloir aller bosser dans un énorme cabinet parce que tu as envie d'une belle rémunération, tu as envie d'un beau nom sur ton CV, tu évolues au sein de cette structure et au bout d'un moment, tu te dis ok, en fait, j'ai deux possibilités, ou peut-être même trois. Soit je deviens associé de cette structure, s'il en a les capacités, soit il devient associé d'une autre structure, différente, plus petite ou autre, soit il crée son cabinet d'avocat. Et en réalité, tu as raison, je pense que les deux peuvent cohabiter, et d'ailleurs cohabitent actuellement, et qu'à des moments de ta vie, tu peux avoir envie de différentes choses. On voit aussi des mouvements inverses, où on a des avocats qui travaillent dans des toutes petites structures très longtemps pendant leur carrière, et qui à un moment donné sont happés, absorbés ou rejoignent un gros cabinet d'affaires pour notamment créer un département. Donc il y a plein de possibilités et je suis d'accord avec toi, les deux peuvent cohabiter. Donc finalement, tu fais ce stage de fin d'études dans le cabinet de conseil qui a été créé par les anciens d'Accenture. Et derrière, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes pas là-bas? Qu'est-ce que tu fais après? Alors je reste pas là-bas parce que j'ai vu la mission en finance et je me suis rendu compte que c'était pas un secteur dans lequel j'avais envie d'évoluer. Puis il y avait un côté très ingénieur puisque c'était beaucoup de transformation digitale également. Donc c'est pas quelque chose dans lequel je pensais m'épanouir. Et la question évidemment se repose, est-ce que je rejoins un des gros cabinets dont j'ai entendu parler toute ma scolarité, ou qu'est-ce que je fais si j'ai envie de faire du conseil? Parce que c'est vrai que j'ai envie de continuer dans le conseil. Et donc je suis tombée sur l'offre d'Anomia qui m'a vraiment plu et qui m'a intriguée à la fois parce que quand on ne connaît pas le monde des avocats, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais en tout cas, j'avais envie de découvrir l'entreprise puisque c'était un cabinet de conseil qui se voulait novateur, qui ciblait un marché en particulier, et moi j'avais envie de découvrir de nouveaux secteurs parce que j'ai cette curiosité-là. Et donc j'ai décidé de postuler chez Anomia pour voir un peu ce qu'il y avait derrière cette offre. Très chouette. Bon, vous le savez pas, mais j'ai un fusil qui est pointé sur Caroline pour éviter qu'elle dise des bêtises. Non, c'est pas vrai. Outre la blague, je comprends très bien et on t'a aussi chassé, on est venu te chercher pour que derrière tu acceptes de travailler avec nous. Tu nous as fait le plaisir d'être notre première salariée. Et donc on est toujours très content de t'avoir avec nous un an après. C'était quoi pour toi un avocat avant que tu viennes bosser avec nous? Alors, La parole est libre, hein, tu peux y aller. Pour moi, je voyais l'avocat qui plaide. Pour moi, un avocat, c'était forcément un pénaliste. C'était les grands avocats que je voyais à la télévision, dans des affaires très médiatiques, qui faisaient du pénal. Et même si, bien sûr, j'ai fait du droit en école. J'ai fait du droit des sociétés, un peu de droit fiscal, vaguement. Mais voilà, l'image de l'avocat, c'était l'avocat qui plaide et qui ne fait pas nécessairement du conseil. C'était vraiment dans sa robe, au tribunal. Voilà. Et qu'est-ce que tu as découvert du coup ici? La pluralité, la diversité en fait du monde des avocats, que c'est bien plus complexe que ça, et heureusement, et c'est génial parce que je découvre de nouvelles spécialités, je découvre aussi les différences, les subtilités en fait de chaque avocat, les différentes cibles, les différents positionnements. L'activité quotidienne n'est pas la même, mais ça reste quand même des personnes qui ont des compétences très très développées, très spécialisées. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait il y a une telle diversité de sujets pour les avocats de spécialité, et c'est ça qui me plaît au quotidien parce que c'est génial de pouvoir travailler sur des cibles, travailler sur des stratégies marketing qui, comme on l'a vu, sont à peu près les mêmes partout, mais avec des petites nuances selon les cabinets ou les avocats avec lesquels on travaille. Ouais, et puis derrière, on a la théorie, donc on a la méthode théorique, on en a l'application pratique et on en a la mise en place opérationnelle derrière. Et ça, c'est vrai que
toi, c'est surtout ton travail chez Anomia. Tu fais un travail de dingue sur ce genre de choses. On ne pourra pas citer bien sûr le nom de l'avocat ou surtout le nom du cabinet pour lequel tu fais ça. Mais actuellement, tu es en train de bosser sur notamment une mission de conseil, tu vois, de laquelle je parle parce qu'on a fait le point juste avant là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, donc de ce que tu fais au quotidien en me donnant quelques exemples de ce que tu as pu réaliser? Oui, bien sûr. Alors, il y a tellement de missions différentes et de choses que j'ai pu faire chez Anomia alors que ça fait juste 1 an. Mais que ce soit pour des plus grands cabinets ou des plus petites structures, en fait, j'ai pu travailler sur des missions RH, justement sur le modèle de RH aujourd'hui, sur le recrutement et tout ce qui a trait à l'organisation et le management au sein d'un cabinet, mais aussi sur le développement de nouvelles offres, la création de nouvelles offres et la stratégie de marque, le positionnement des structures qui est très important, je pense, et qui est différent pour chaque structure, et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est vraiment des missions qui peuvent avoir attrait à plusieurs compétences business Ouais. assez différentes, que ce soit voilà, des missions plutôt sur le pilotage financier, donc très axées finance, mais aussi marketing commercial, communication derrière, voilà, toutes les compétences. En fait, ce qui est génial, c'est que chez Anomia, je peux mettre à profit toutes les compétences que j'ai acquises durant mes expériences et que j'ai pu développer aussi en école, et tout ce qu'on m'a appris, qui était que de la théorie en école, je peux voir l'application concrète au sein des cabinets d'avocats. Même plus qu'au sein des entreprises, puisque quand on fait une mission pour une grande entreprise, on travaille sur un petit département. Donc, on ne voit pas nécessairement, puis c'est des missions où on travaille juste soit sur la partie opérationnelle, soit sur la partie stratégie. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les cabinets de conseil qui s'occupent de tout, qui s'occupent de la stratégie jusqu'à l'implémentation opérationnelle. Et c'est ça qui est génial chez Anomia, c'est que oui, on parle de stratégie et on part de la théorie, mais derrière, on voit l'application concrète et on revient quelques mois plus tard, on discute avec les avocats et on voit qu'ils ont vraiment mis en place les actions qui ont découlé de la stratégie qu'on a construite. Donc je trouve que c'est génial d'avoir cette vision à 360 du début à la fin du process. Ouais, complètement. Et moi aussi, j'aime beaucoup ça. C'est que généralement, quand tu interviens sur une mission en conseil, tu utilises une ou deux compétences de ce que tu vas pouvoir avoir. Alors que là, on arrive à tout mêler, tout utiliser en même temps, tout mettre bout à bout pour finalement avoir des résultats. Et ce qui est aussi très chouette, c'est qu'on voit des résultats assez rapides après les missions qu'on peut mettre en place. Et je trouve que ça, c'est vraiment chouette, parce que tu me disais au début quand tu venais que par exemple, quand tu as travaillé au service achat de cette grande banque, bah, en réalité, tu as fait la mission, tu as mis les choses en place, mais derrière, tu n'as jamais vu les résultats et peut-être que tu les verras jamais. Alors que nous, on a vraiment un regard qui est toujours tourné vers le cabinet et dont on voit les résultats assez rapidement. Donc ça, c'est vrai que c'est assez bénéfique. Je sais pas si tu vois la même chose toi de ton côté, mais en tout cas, moi, je trouve ça assez chouette. Ah oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'on le voit, on le ressent, et les clients le disent. Quand je discute avec des avocats qui sont passés par les formations ou pour lesquels on a fait des missions de conseil, ils nous le disent concrètement que ça a changé. Et on voit le changement, et du coup, ça fait plaisir c'est une grande satisfaction en fait, de voir que les clients sont contents derrière et sont reconnaissants. Et c'est vraiment un partage en fait qu'on a, parce que moi j'ai beaucoup appris des avocats et j'en apprends encore tous les jours. Et eux, ils découvrent un peu le monde business, et donc cet échange-là permet vraiment d'avoir une grande satisfaction tous les jours au travail. Et c'est génial de recevoir des messages d'avocats qui nous disent à quel point ça les a aidés en fait. Ouais, je suis Donc ce d'accord. côté humain-là, c'est ce qui me manquait, je pense, dans la grande banque, par exemple, qui était très bien pour d'autres aspects, mais pour le coup, c'est pas quelque chose que j'avais, mais c'est quelque chose que je retrouve aujourd'hui chez les avocats. Très clair. Selon toi, Caro, c'est quoi les deux ou les trois plus grosses problématiques que tu retrouves dans les cabinets d'avocats ou avec les avocats avec qui tu travailles au quotidien? Alors, je pense que la première, ce serait tout ce qui a trait aux questions RH
donc que ce soit le recrutement ou le management au quotidien, c'est cette gestion des ressources humaines au sein des cabinets. C'est vrai que j'ai découvert le statut particulier des collaborateurs, des associés, et en fait tout le fonctionnement des avocats et de la profession aujourd'hui. Et je pense, je ne sais pas si ce sera amené à évoluer dans le futur, peut-être, mais dans tous les cas, à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problématiques des avocats associés qui ont du mal à recruter, par exemple. Ça, c'est un grand enjeu. Ou qui n'ont jamais appris à manager une équipe, qui se retrouvent associés et qui, du jour au lendemain, doivent gérer plusieurs collaborateurs. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait à la va-vite. C'est quand même nécessaire, je pense, de commencer à essayer de développer ses compétences en management, à mettre en place en fait des méthodes qui permettent de faciliter le quotidien aussi. T'as quoi comme méthode par exemple ou comme petit truc ou astuce à donner à potentiellement des associés qui nous écouteraient pour finalement, sans forcément se former, tu vois, mais en 2-3 trucs ou astuces pour mieux manager et mieux suivre ses équipes? Alors je pense que quelque chose d'important, c'est faire des feedbacks réguliers. En fait, c'est d'essayer de se mettre un point régulièrement, toutes les 2-3 semaines ou même tous les mois, mais d'avoir des feedbacks réguliers parce qu'on ne peut pas attendre l'entretien annuel pour faire un feedback sur un an de travail alors qu'il y a eu, par exemple, 17 dossiers différents. Ouais. Mais je vais être un peu provocateur, je joue le rôle de l'avocat associé, mais attends, moi Caroline, les feedbacks je les fais à mon collab, quand il me rend un dossier, etc., je lui dis, quand il est sur le coin de mon bureau, bah ça va pas, ça va pas, ça va pas. Est-ce que c'est ça, faire un feedback ? En fait, le feedback, il doit se faire à 360. C'est pour ça que c'est bien d'instaurer un point un peu officiel et pas le faire officieusement. Parce que le feedback, déjà, il est dans les deux sens. Il faut que l'associé fasse un feedback sur le travail et que le collaborateur, en retour, fasse aussi un feedback sur le management. Parce qu'il faut s'améliorer en continu, c'est normal. Et donc, il faut instaurer, mais ne serait-ce que 15 minutes d'échange officiel qui permet de désamorcer les problèmes, de ne pas laisser non plus quelque chose empirer. Et donc dans cet échange-là, finalement, donc, ok, je suis ton exemple, maintenant je suis associé, j'ai appris qu'il fallait que je mette un point tous les mois à mon collaborateur pendant 15 minutes. Ça se passe comment? Je lui mets dans son agenda, on discute juste, on note des choses, on fixe des objectifs, on fait quoi? Alors, fixer les objectifs, normalement, ça se fait en amont, dans des points un peu plus complets, à l'entretien annuel par exemple. Non, là, ça va être plus, mettre un point dans l'agenda pour être sûr de le faire, pour ne pas l'oublier. Parce que sinon, on a tendance à se laisser submerger par les urgences quotidiennes. Donc, on se met le point et c'est surtout, peut-être autour d'un café, discuter, mais vraiment être à l'écoute de l'autre et avoir ce temps. Ça peut durer parfois plus longtemps, parfois moins parce qu'on a moins de choses à dire, il y a eu moins de dossiers ou moins de sujets. Mais cette régularité est très importante en fait. Ok, et on consigne pas les points d'amélioration ou les solutions qu'on a trouvées à des problématiques? Pardon ? On consigne pas les points qu'on a trouvés, les points d'amélioration qu'on a trouvés. Par exemple, je sais pas, moi, t'es ma collaboratrice, tu me dis, écoute Val, voilà, moi en termes de process par rapport à l'arrivée des formulaires et des demandes de programmes sur le site internet, je trouve qu'on gère mal, etc. Je dois juste te dire ok, etc. Ou est-ce qu'on doit essayer de trouver des solutions, de les écrire quelque part pour que justement le problème soit réglé? Ah non, le mieux c'est quand même de garder une trace écrite à chaque fois pour voir l'évolution et voir si les problèmes ont été réglés, si on a encore besoin en fait de parler de tel ou tel problème. Et ça permet aussi d'avoir une garantie parce que ces points-là, c'est aussi la trace en fait de l'évolution. C'est si jamais par exemple, on pense avoir oublié quelque chose, on peut se référer en fait au dernier point, à ce qui a été écrit. Et dans ce cas-là, on se rappelle un peu des problématiques à régler pour le mois suivant, par exemple. Et imagine, je suis associé du coup, mais j'ai 3 collaborateurs. Non, j'ai 8 collaborateurs. J'ai 2 seniors, 3 mid et 3 juniors. Est-ce que je dois faire, moi, personnellement associé, un point mensuel avec chacun d'entre eux? Ou est-ce que je dois faire un point finalement avec mes seniors et mes seniors font un point avec mes mid et mes juniors? Alors, c'est impossible, je pense, aujourd'hui pour un associé de prendre le temps pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une hiérarchisation et qu'il y a des seniors, des mid et des juniors. C'est pour éviter justement de faire perdre du temps à l'associé qui est
d'autant plus précieux parce qu'il a plus de responsabilités. Ouais. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des échanges entre le junior et le mid et le senior et l'associé. Et donc le senior finalement donne son point de vue personnel et remonte aussi les problématiques et ce qui pourrait être amélioré par les gens qui dirigent lui-même. Tout à fait. Il fait un peu la transition entre les associés et ce qui se passe chez les collaborateurs juniors. Ouais. Ça doit faire le pont et ça permet un gain de temps pour tout le monde et à chacun d'avoir un retour sur ce qu'il fait. Ouais. Ok, donc là c'est des petits conseils mana, gratos, merci Caro. Et les conseils en termes de recrutement, tu as dit qu'en ce moment c'était un peu compliqué pour les cabinets d'avocats de recruter. Selon toi, c'est quoi les problèmes aujourd'hui qu'il y a sur le marché des collaborateurs et qui fait que les cabinets d'avocats galèrent à recruter? En fait, je pense que le principal problème, c'est le manque de structure et de méthode parce que le recrutement, ça se prépare et ça ne se fait pas à la va-vite. C'est quelque chose qui demande quand même une certaine rigueur toujours. Et il existe des méthodes pour mettre en place un bon recrutement. Et d'abord, ça demande de définir son besoin en interne. C'est-à-dire que on se rend vite compte qu'on manque de temps et qu'il nous faut de nouvelles personnes, de nouvelles recrues. Mais maintenant, quel type de personnes? Est-ce qu'on a besoin de seniors, de mid ou de juniors ou même de stagiaires? En fait, ça, c'est important de prendre le temps de se poser et d'essayer de définir son besoin. Ouais. Et comment on identifie finalement le besoin? Comment je sais si j'ai besoin d'un senior ou d'un junior? Alors ça va dépendre et du positionnement que le cabinet souhaite avoir et du taux de leverage du cabinet qui en fait dépend du temps que l'associé souhaite consacrer à telle ou telle activité. Si par exemple je souhaite faire plus de développement et que je souhaite faire moins de production sur des dossiers très complexes, dans ce cas-là, peut-être que j'aurai besoin d'un senior. Alors que s'il s'agit juste d'appuyer aujourd'hui les collaborateurs juniors qui sont déjà là, peut-être que c'est juste un junior ou un stagiaire dont j'ai besoin. Très clair. Donc finalement, on se positionne par rapport au rôle de l'associé et ce dont l'associé a pour objectif. Est-ce que je veux plus développer? Est-ce que je veux être appuyé par quelqu'un? Est-ce que je veux transmettre? Est-ce que je veux finalement dupliquer mon activité? En fonction de ça, on va se dire, ok, par rapport à ce que je recherche, il me faut telle typologie de profil et cette typologie de profil va accomplir telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche en interne et pour accomplir ces tâches-là, doit avoir telle compétence et donc à telle seniorité. C'est ça? Exactement. En fait, l'idée de définir son besoin, c'est de voir derrière quel profil peut correspondre au mieux à notre besoin. Et donc, mettre tout ça par écrit va nous permettre de construire ce qu'on appelle une scorecard. Ouais. Et la scorecard, en fait, elle est utilisée et en interne pour un peu expliquer les postes de chacun et structurer l'organisation de l'entreprise, mais aussi va être diffusée via les annonces. Donc, c'est quelque chose qui va nous permettre de construire l'annonce et de sélectionner déjà des personnes qui répondent exactement aux besoins qui ont été identifiés et mis par écrit dans la scorecard. Très clair. Donc une fois que tu as identifié la personne dont tu avais besoin, ou en tout cas l'ersatz de personnes dont tu avais besoin, qui correspond à des critères, tu fais quoi? Eh bien, l'idée, c'est d'aller sourcer les candidats, c'est-à-dire d'avoir une base de données de candidats à rencontrer. Bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir une base de données permanente et de la mettre à jour assez régulièrement. Concrètement, ça veut dire quoi ça, Caro? Concrètement, sourcer, ça veut dire aller chercher des candidats potentiels. Voilà, c'est aller les chercher sur LinkedIn, aller les chercher via des recommandations. Je pense que le plus important, c'est de faire appel aux recommandations de notre réseau professionnel ou même personnel. Ouais. Parce que c'est les plus à même à nous conseiller des personnes qui répondent à notre besoin. Parce que les recommandations, aujourd'hui, elles sont faites surtout si on pense que la personne peut fitter avec un poste, une offre, un cabinet. Rarement les gens vont recommander des personnes s'ils ne sont pas sûrs d'eux. Donc c'est un bon moyen d'avoir un pool de candidats, donc avoir des noms de personnes à aller chercher concrètement et à contacter. Et à côté de ça, l'idée c'est également de poster les annonces
pour avoir des réponses qui vont aussi alimenter notre base de données de candidats potentiels. Ok, très clair. Mais aujourd'hui, je refais l'associé, hein, désolé. Donc je suis associé. Moi, je te dis, putain, Caro, écoute, voilà, moi j'ai identifié ce qu'il me faut. Il me faut un collaborateur qui a entre 5 et 10 ans d'expérience, qui ait déjà fait quelques PSE, parce que je suis avocat en droit social. Moi, mon objectif, c'est d'aller développer de la clientèle supplémentaire. Et donc, j'ai besoin de quelqu'un qui sache produire un peu, quoi, qui puisse tenir un peu la barque. Le problème, c'est que j'ai identifié des candidats, j'en ai sourcé, j'ai envoyé une dizaine de messages. J'ai eu que des réponses négatives. J'ai posté mon annonce sur Village de la Justice, je l'ai posté sur Low Profiler, j'ai personne qui a candidaté. Voilà, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me recommandes de faire? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Alors, la première chose, c'est est-ce qu'on a bien défini le besoin? Est-ce que dans l'offre qui a été postée, on a bien toutes les informations nécessaires? Parce qu'une offre aujourd'hui, elle doit contenir un minimum d'informations. Aujourd'hui, personne ne postule si on n'est pas sûr en fait derrière d'avoir les tâches qu'on va effectuer, Ouais. de bien comprendre le job, de bien comprendre un peu, d'avoir une description du cabinet. Ces informations-là sont très importantes et également les objectifs qu'on sera amené à avoir au sein de ce poste parce que si on n'arrive pas déjà à se projeter dès l'annonce, oui, nécessairement, on aura moins envie de postuler. Ouais, clairement. Et puis aussi ce que le cabinet va offrir. Est-ce qu'il est OK sur le télétravail? Est-ce qu'il est OK sur le flexi-travail? Est-ce qu'il va me filer un budget pour que je puisse aller me former? Est-ce qu'il va me filer des trucs à la salle de sport pour que je puisse avancer? Est-ce que je vais me taper un week-end de ski avec tous mes autres collaborateurs? Combien je vais être payé? Parce qu'il n'y a aucune rémunération sur les offres qui sont postées. Est-ce que ça, c'est une bonne chose selon toi ou pas? Qu'il n'y ait pas de rémunération sur les offres postées? Alors, l'idéal, ce serait vraiment de mettre un ordre de grandeur, bien Ouais. sûr, qui va être négocié en fonction du profil de la personne, de ses expériences, etc. Mais il faut avoir un ordre de grandeur qui va permettre en fait déjà de filtrer. Parce qu'une annonce bien faite vous fait gagner du temps, dans la mesure où elle permet de filtrer directement les personnes qui ne correspondent pas aux critères. Ouais, je suis assez d'accord. Puis ça permet aussi aux gens de pouvoir venir. Je sais pas, si nous on n'avait pas mis le montant de ce qu'on allait te payer, est-ce que tu aurais candidaté chez nous? Parce qu'on a un cabinet de conseil qui est quand même petit, ou en tout cas qui était petit quand tu es venu, parce que tu étais la première salariée à arriver. Si on n'avait pas mis le montant, est-ce que tu aurais quand même candidaté? En transparence, hein, enfin, c'est pas obligé de. Peut-être pas. Je pense que c'était pour moi un critère de savoir quand même dans quoi j'allais mettre les pieds pour pas faire perdre du temps Ouais. et à Nomia et à moi. Ok, très clair. Donc ça c'est par rapport au recrutement. Donc on a vu amélioration en termes de management, pardon, amélioration en termes de recrutement. Est-ce que tu vois d'autres points qui pourraient être acquis par les avocats ou par les cabinets qui pourraient être pertinents pour leur évolution? Je pense que la structuration de l'activité au niveau notamment du pilotage financier, Ouais. c'est quelque chose, c'est un grand enjeu aujourd'hui parce que les avocats produisent énormément, c'est leur métier, mais à côté de ça, en fait, ils ne prennent pas assez le temps de gérer le côté business, le côté assez entreprise parce que c'est des chefs d'entreprise. C'est des gens qui gèrent des cabinets, qui font un certain chiffre d'affaires et donc ce chiffre d'affaires et ces indicateurs financiers, il faut les suivre. Parce qu'aujourd'hui, si on veut développer son entreprise, il faut savoir combien elle fait, quelle est notre rentabilité, quels sont les leviers de croissance possibles et d'où vient le chiffre d'affaires. C'est vrai que j'avais oublié ça, mais la première fois que tu es monté sur une mission, peu après ton arrivée, et tu m'as dit mais je comprends pas Val, tu me donnes 3 indicateurs financiers qui sont suivis par le cabinet qu'on doit accompagner. C'est la trésorerie, donc ils suivent leur compte bancaire, le chiffre d'affaires facturé et les encaissements. Et tu me dis mais il n'y a pas de catégorisation par activité, il n'y a pas de rentabilité, comment est-ce que je fais, etc. Et je me souviens que ça t'avait choqué, tu me le rappelles en regardant ça. Mais c'est vrai qu'en entreprise, quand tu as travaillé en conseil, tu voyais pas du tout ça. Non, en entreprise c'est normal et d'ailleurs on a une liste d'indicateurs. Voilà, chaque entreprise a même ses propres indicateurs, mais l'idée c'est de suivre son activité pour dégager une stratégie derrière. Parce que sinon on se fonde sur quoi si on se fonde pas sur des chiffres? Son instinct. L'instinct c'est bien, mais c'est pas toujours la voie de la raison. Donc c'est mieux de pouvoir
avoir une preuve et des éléments tangibles pour mettre en place une stratégie et développer sa structure. Ok, concrètement, là, je sais pas, il y a un avocat qui nous écoute, il sait pas comment calculer sa renta, comment il fait? Tu lui conseilles de faire quoi? Alors déjà, quelque chose de très très important, c'est de suivre son temps parce que c'est ce qu'il vend et c'est d'essayer de déterminer en fait combien de temps il passe sur un dossier pour ensuite voir la rentabilité parce qu'elle va dépendre en fait du coût de son temps. Si par exemple c'est un associé qui passe 12 heures sur un dossier, en fonction du chiffre d'affaires que lui apporte le dossier, il va pouvoir... il lui rapporte 24 000 € le dossier. Et donc il faut voir en fait combien il rémunère son temps. Donc en fonction de la rémunération de son temps et le temps passé, il peut déterminer la rentabilité sur tel dossier. Donc là, on serait sur 12 heures pour travailler sur le dossier, 24 000 € obtenus. Ça veut dire que son heure va pouvoir être entre guillemets valorisée à 2 000 €. Si son coût interne par rapport à l'heure est inférieur à ces 2 000 €, on va estimer que le dossier est rentable. C'est ça. Très clair, parfait. Est-ce que tu vois d'autres difficultés? Donc on a recrutement, management, pilotage financier. Est-ce que tu en vois d'autres? T'es pas obligé, hein? J'en vois un qui est important, mais qui est un peu la problématique de toute entreprise, c'est la communication, notamment la communication digitale, B2B. C'est quelque chose que j'ai pas mal vu, par exemple en mécénat, ou quand on essaye de communiquer auprès des entreprises. L'idée, c'est d'essayer de parler à sa clientèle. Et donc, c'est très très important, je pense, d'utiliser les bons mots et de s'adapter à chaque client. C'est-à-dire que nous, quand on faisait du mécénat par exemple, on était obligé de parler le langage de l'entreprise en face parce que si on parlait simplement du musée et du langage de l'exposition, de l'artiste, etc., ça n'allait pas faire mouche en face. Très clair. Caro, il est 18h, on est vendredi. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nous? Ça fait 40 minutes qu'on est en train d'échanger tous les deux. Est-ce que tu as des objectifs, un message à transmettre ou quoi que ce soit pour les avocats qui nous entendent? Je dirais que le secteur des avocats est en train d'évoluer et que Anomia accompagne ces évolutions-là. Et je pense que oui, il faut être un peu moins réticent au changement et essayer d'avoir toujours un regard neuf parce que c'est une profession qui est très intéressante et qui tend à se développer de plus en plus. Donc je pense que c'est nécessaire de sortir un peu la tête du guidon et de se dire bon maintenant qu'est-ce que je fais pour ma structure, comment j'évolue avec le marché et en même temps que le marché. Voilà. Caro, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Je sais que c'est un exercice qui est compliqué. Je t'ai pris en plus au dernier moment pour se dire monte, on va faire un podcast, j'ai une idée. Donc merci de t'être prêté à l'exercice et je te souhaite une belle journée, un très bon week-end. Merci à toi. Bon week-end. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.